question d'ordre économique. Selon les chiffres récents, la dette publique française s'élève à près de 2000 milliards d'euros. Que cache ce chiffre faramineux? Nous dit-on la vérité? Et on peut aussi se demander à qui profite la dette. Et encore une fois, une vaste question, et qui est évidemment d'actualité depuis un moment, et qui, j'ai envie de dire, empoisonne la vie publique et la vie politique de nos différents pays. Et effectivement, là aussi, vous avez raison de souligner que la France est confrontée à une dette publique extrêmement importante, puisque c'est de ça qu'on parle, la dette publique. Et on cite des chiffres, vous en avez cité un qui est absolument phénoménal, près de 2000 milliards d'euros de déficit, c'est l'équivalent du produit intérieur brut français en une année. C'est quand même gigantesque, avec une aggravation des chiffres d'année en année. Donc on sent bien qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, et qu'il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Cela dit, il faut aussi traduire ça concrètement. Quand on dit déficit public massif, on dit qu'il faut essayer de les maîtriser, voire de les réduire. On l'entend, le traité qui a été signé en début d'année par les différents pays européens, qui dit un traité de convergence économique, qui dit que sous 5 ans, tous les pays européens devront avoir des budgets équilibrés, donc sans déficit, montre bien qu'il y a à la fois une nécessité et puis aussi des engagements impératifs à réduire le déficit. Sauf que quand on dit réduire les déficits, ça veut dire qu'il faut bien réduire les moyens des différents États pour qu'ils essayent d'atteindre l'objectif. Alors pour la France, on voit bien des politiques qui ont été décidées par le président Hollande de rétablissement des finances publiques françaises avec une réduction la plus rapide possible des déficits. Alors des objectifs avaient été donnés qui ont été trop ambitieux, qui ont été révisés d'année en année, mais en tout cas la tendance elle est là. Réduction des déficits avec des décisions qui sont simples, c'est qu'il faut diminuer les dépenses et ou augmenter les impôts, les prélèvements obligatoires. Si on augmente les recettes et on diminue les dépenses, évidemment, progressivement, on rétablit l'équilibre, et puis on peut aller éventuellement vers la diminution du stock de la dette. Mais en faisant ça, ce qui peut paraître bon père de famille, bonne gestion, bon sens, en faisant ça, il y a des choix politiques qui doivent être faits derrière. Quand on dit augmenter les impôts, qui doit payer les impôts? Qui doit payer plus d'impôts? Et quand on dit qui va devoir faire des efforts en termes de dépenses, ça dépend des dépenses. Les conséquences pour la population est évidemment totalement différente. Alors, des décisions comme ça ont des conséquences très concrètes. Si on prend sur la partie dépenses, dire que l'État et les services publics doivent diminuer l'envergure des services, concrètement, ça veut dire moins de services à la population, ça veut dire éventuellement inciter les différentes structures publiques, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les hôpitaux publics, que ce soit tout un ensemble d'agences de l'État, bien sûr la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse. Ça veut dire que selon les choix que l'on fait, eh bien, il y aura des restrictions de prestations qui seront accordées à la population. Et ça, c'est des vraies questions politiques qui sont posées. Donc concrètement, selon que tel ou tel choix est fait, ça peut se traduire par une baisse de la couverture sociale, ça peut se traduire par une diminution des droits à la retraite, ça peut se traduire par une diminution d'un certain nombre de prestations publiques, de politiques publiques, etc. Et puis sur l'autre volet, l'augmentation des recettes, selon que l'on décide d'augmenter les impôts des riches, entre guillemets, plutôt que celui des pauvres, évidemment les choix sont déterminants. Et augmenter l'impôt sur le revenu, les tranches hautes, va effectivement peser sur les revenus élevés. Par contre, si vous augmentez la TVA, c'est évidemment tous les revenus qui vont être concernés, et donc y compris les bas revenus, les moyens revenus vont être concernés. Ce qui est malheureusement, et je le regrette,
le choix qui a été fait par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous la présidence de François Hollande, d'augmenter la TVA à partir du 1er janvier 2014. Bon, tout un ensemble de choses, on voit bien, qui, je dis ça pour bien recadrer le problème tel qu'il se pose, et que ça a des traductions très concrètes pour les foyers français à tous égards. Alors, d'où vient cette affaire d'urgence à réduire les déficits? Eh bien, il y a trois causes profondes. Hein. Il y a la cause d'abord fondamentale de mauvaise gestion de l'État. Quand on dit l'État, c'est l'État au sens large. Bien sûr, c'est l'État, les administrations publiques de l'État, mais c'est aussi les administrations décentralisées, donc les communes, les départements, les régions, les établissements publics intercommunaux. C'est aussi les établissements publics type hôpitaux ou autres structures qui dépendent de l'État et dont les comptabilités respectives sont agrégées. Et l'ensemble de ces comptes qui sont agrégés permettent de découvrir qu'on a un déficit des dépenses publiques qui, cumulées, représente la dette publique. Et on s'est rendu compte que la dette publique, comme on le disait tout à l'heure, est extrêmement importante et qu'on ne peut pas continuer à vivre de cette façon-là. Donc ça pose la question de la façon dont l'État, au sens large, est géré, comment les élus qui sont en charge et de l'État, des départements, des communes, des régions, des différentes structures et agences contribuant au service public, comment tout ça est géré. Et donc, d'année en année, on s'est bien rendu compte, de décennie en décennie, que tout le monde, que ce soit du gouvernement d'ailleurs de droite ou de gauche, reportait à plus tard les arbitrages à faire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une dette cumulée très importante. Le deuxième grand argument, c'est la façon dont est financée la dette. C'est que les États, depuis 1973, se refinancent auprès du marché financier internationaux par des obligations, des emprunts, et qui sont rémunérés au taux de l'argent. Je vous rappelle qu'avant 1973, les collectivités publiques se finançaient auprès des structures publiques, la Banque de France par exemple pour la France, à un taux zéro, bien sûr, parce que la Banque de France c'est l'État, et donc l'État se prêtait se refinançait à taux zéro. Aujourd'hui, depuis donc cette décision très importante de 1973-1974 du gouvernement Pompidou, sous la présidence Pompidou, pardon, a été décidé que les pouvoirs publics se refinançaient comme tout le monde sur les marchés publics. Et dès lors, les taux d'intérêt sont évidemment beaucoup plus élevés, et que mécaniquement, en l'espace de 40 ans, donc 40 ans de dépenses publiques croissantes, du fait de sa mauvaise gestion dont je parlais tout à l'heure, eh bien le coût s'est surajouté. Si vous vous endettez pendant 40 ans, chaque année un peu plus, à des taux d'intérêt élevés, vous allez voir que la facture cumulée va représenter des sommes gigantesques. Je crois que les chiffres qui étaient cités, c'est que l'impact de ce deuxième élément, qui est celui de se refinancer sur les marchés financiers internationaux, devait être de l'ordre de 1600 milliards. Donc c'est quelque chose d'absolument gigantesque, représente en tout cas une part considérable du stock de la dette publique. Et puis il y a le troisième grand élément, qui a été l'élément perturbateur, ça a été bien sûr, en particulier, un certain nombre de crises, mais la crise de la bulle financière, ce qu'on appelle les subprimes, la crise immobilière, pardon, qui s'est produite aux États-Unis en 2006-2007, qui est débarquée en France, en Europe en 2008, qui a consisté à valoriser des investissements immobiliers aux États-Unis en forçant la vente à des ménages modestes qui n'avaient pas les moyens de s'endetter dans la durée, moyennant quoi leur dette des ménages cumulée était énormément à risque. Les banques se les sont échangées au niveau international par un mécanisme qu'on appelle, je sais que c'est compliqué, mais ça mérite de le retenir, la titrisation, c'est-à-dire que les dettes et les mauvaises dettes, qui étaient donc des avoirs pourris, comme disent les Américains, eh bien c'est devenu une monnaie en soi que les banques se sont échangées. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des titres d'avoirs dans les bilans bancaires du monde entier, et notamment aux États-Unis et en Europe. Nos banques françaises ont toutes été concernées, certaines plus que d'autres d'ailleurs, et se retrouver avec des bilans plombés par ces avoirs pourris venant de la spéculation immobilière aux États-Unis. Et lorsqu'il y a eu le retournement de confiance aux États-Unis, donc en 2006-2007, et que donc ces avoirs sont apparus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire en valeur zéro,
il y a eu un début de commencement de faillite de Man Brothers, et un vent de défiance et de peur qui s'est propagé, ce qui fait que les banques se sont retrouvées avec des comptes qui s'apparaissaient pour ce qu'ils étaient, donc avec des bilans très déséquilibrés, et donc quasiment en cessation de paiement. À ce moment-là, les États sont intervenus pour les sauver, ont assumé le fait que les titres sur les actifs bancaires qui ne valaient plus rien, ils les garantissaient pour sauver les banques. Et c'est comme ça qu'on appelait l'injection de milliards de dollars aux États-Unis, de milliards d'euros en France, en Europe, ont permis de sauvegarder les banques. Sauf que vous sauvegardez les banques, mais les avoirs pourris, les titres qui ne valent rien, ils sont stockés. Ils sont stockés où? Dans le déficit des États. Voilà. Et ce qui fait que ça a largement plombé, bien entendu, les comptes publics de nombreux pays. Il fallait sauver les banques, bien sûr, parce que sinon c'est tout le système économique qui s'arrêtait, c'est le chômage, c'est une crise comme 1929, etc. Donc il fallait le faire. Mais la conséquence immédiate, ça a été un approfondissement d'une situation déjà très dangereuse, comme je vous l'ai expliqué avec les deux éléments précédents, à savoir la mauvaise gestion publique et le refinancement sur les marchés financiers internationaux à un coût très élevé. Cet élément-là a plombé considérablement les finances publiques des pays, et notamment en Europe et notamment en France. Et là, cette facture-là, les États, au bout d'un moment, ont été sommés de le régler. Et notamment au travers d'une pression terrible qui a pesé sur l'euro, notre monnaie unique européenne, qui a failli exploser dès lors que les États membres de cet ensemble monétaire ne respectaient pas tous un processus de discipline amenant à la réduction des déficits. C'est comme ça que les négociations ont eu lieu, qu'un traité a été signé, donnant le signal au marché, dans le monde, qu'il n'y a pas de problème, la zone euro va régler ces problèmes. Mais régler les problèmes, il faut bien que quelqu'un paye l'addition. Et donc l'addition, elle est présentée, bien entendu, au peuple. On le voit en Grèce, on le voit en Espagne, on le voit en Italie, on le voit au Portugal, on le voit en Irlande. Et donc tout un ensemble de mesures qui sont prises par les États pour à la fois augmenter leurs recettes et diminuer leurs dépenses que j'évoquais au début. Mais avec des choix politiques, selon les gouvernements qui sont en place, qui sont soit aux dépens de ceux qui sont riches, soit de ceux qui sont des gens modestes ou des gens en difficulté. C'est très important ça parce que il faut à un moment donné, et c'est ça qui fait la différence entre la gauche et la droite de mon point de vue, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire que c'est pas un jeu à somme nulle. S'il est à somme nulle, mais c'est pas tout le monde qui a gagné dans l'histoire et c'est pas tout le monde qui a perdu dans l'histoire. Il y a des gens qui ont clairement gagné de la bulle immobilière aux États-Unis, de la crise des subprimes, qui ont gagné des fortunes colossales, avec des banques qui ont joué un jeu extraordinairement dangereux en facilitant l'émergence de cette bulle financière autour de l'immobilier, en fermant les yeux de façon totalement irresponsable, avec des États qui ne contrôlaient plus ce que faisaient les banques, mais en tout cas des minorités qui se sont considérablement enrichies dans la promotion immobilière. Et puis la masse des peuples qui doivent payer l'addition maintenant. Et donc là, il y a une vraie question qui est posée. Il fallait certes sauver les banques, mais faut-il pour autant, maintenant qu'elles sont sauvées, leur dire, voilà, basta, on passe à autre chose? Non, non. Il faut quand même revenir aux sources de ce qui s'est passé, qui représente, qu'on ne veuille pas, un immense soldat, où des gens se sont enrichis de façon considérable, et où des quantités de gens se sont retrouvés complètement ruinés, et la plupart des peuples devant remettre en cause leur système de solidarité, comme c'est le cas en France, où on revoit la question des retraites, où on diminue un certain nombre de prestations de protection sociale. Voilà, l'addition, elle est lourde, elle est très lourde, et il faut la payer désormais. Donc, il me semble que les responsables politiques, les élus, les dirigeants, et je pense que le gouvernement de la France devrait, dès lors qu'il se considère comme étant de gauche, devrait poser cette question-là, et de mettre à contribution les profits qui sont réalisés aujourd'hui par des institutions qui ont bénéficié de l'aide publique pendant des années et qui en ont bénéficié pour se sortir de la situation de crise dans laquelle elles s'étaient mises, pour les mettre à contribution
donc sur les marchés, les profits bancaires, etc., pour faire en sorte que la facture à payer soit y compris payée par eux à la hauteur de ce dont ils ont bénéficié. Ça serait une politique juste, au-delà de tous les autres éléments qui sont dans les arbitrages à faire, veiller lorsqu'on est de gauche à ce que les populations modestes, les populations moyennes, n'aient pas à payer cash ce comportement totalement irresponsable des promoteurs et spéculateurs immobiliers qui ont plombé l'économie mondiale dans cette proportion. Donc vous voyez, les chiffres que vous citiez au début de cet échange sont considérables. Ils ont des causes structurelles, ils sont le résultat de choix politiques qui sont parfaitement contestables, sur lesquels on devrait parfaitement revenir, et sont l'objet devraient faire l'objet d'une remise en cause, d'une mise à plat et d'un discours clair et honnête vis-à-vis de la population pour qu'on puisse à un moment donné revenir sur cette situation de façon moins caricaturale que ce que l'on voit aujourd'hui. Concrètement, vous êtes en situation de gouverner. Quelles sont les solutions que vous proposez pour sortir de cette situation? Écoutez, ce serait très long, mais en même temps, on va synthétiser. Par rapport aux 3 problèmes que j'ai soulevés, il y a trois réponses principales. La première, c'est la gestion, j'ai envie de dire débridée, de l'État, au sens large, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Il faut réformer le millefeuille administratif français. Il faut faire en sorte que l'administration du pays soit beaucoup plus rationnelle et tout en étant efficace. Je prends juste l'exemple d'un pays voisin, l'Allemagne. On considère qu'ils ont une administration au moins aussi bonne que la nôtre, pour un coût global d'un tiers moins élevé. Voilà. Et ça, c'est des milliards. Ça, c'est la question de fond structurelle, et qu'enfin les élus prennent la responsabilité de prendre des décisions dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'il faut réduire le millefeuille administratif français en particulier. Le deuxième sujet, c'est prendre une décision sur le financement public en revenant sur la loi de 1973 et en faisant en sorte que les États, les collectivités locales, les établissements publics puissent se refinancer auprès des banques centrales, et en l'occurrence de la Banque centrale européenne. Il faudrait pouvoir négocier pour obtenir cette décision-là, de telle sorte que le coût de l'argent ne soit pas aussi à la fois variable et très coûteux pour les collectivités. Deuxième grande réforme. Et puis la troisième réforme, c'est prendre acte de ce qui s'est passé. Je crois que c'est M. Attali qui parlait d'un immense hold-up que représentait la crise des subprimes. Il a tout à fait raison, c'est un gigantesque hold-up, l'un des plus grands hold-up qui ait eu lieu. Des milliers de milliards de dollars ou d'euros ont été transférés vers des personnes privées, vers des banques qui se sont considérablement enrichies. Eh bien, il faut qu'on pose la question et qu'on exige des compensations. Donc, ok, on a contribué à sauver le système bancaire, ça pèse considérablement sur les comptes publics, et bien désormais, il est normal qu'en contrepartie, par un système d'imposition, les profits réalisés, en partie, chaque année, reviennent à la collectivité publique. Voilà. Et un système de compensation, ce n'est que justice. Et par ailleurs, il devrait y avoir d'ailleurs une enquête internationale sur ce qui s'est passé et sur les responsabilités dans cette affaire. Je pense que c'est une voie qui devrait être explorée dans le cadre d'une négociation internationale.